Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorca. Était-ce durant l'automne 1945, ou plus tard, à l'hiver 1945, ou à l'été 1946 ? Une certitude, Luna passait sous les fenêtres de la maison de la rue Gravias. Luna Sostou avait demandé Valérie. Luna s'était retournée, les deux femmes s'étaient regardées, les cheveux de Luna avaient poussé, elle n'était plus aussi émaciée, mais on avait encore du mal à la reconnaître. Valérie et Luna s'étaient enlacées. Luna, c'est le personnage sur lequel, ou sur laquelle, Rika Benveniste a écrit un ouvrage, Luna, qui a été traduit du grec par Loïc Marco. Rika Benveniste est historienne, elle est née à Thessalonique, elle vit à Thessalonique, et pour le grand bonheur de RCJ, elle est de passage en France pour la sortie de ce livre qui est paru aux éditions Signes et Balises. Et les lignes que je viens de lire sont extraits de cet ouvrage. Alors, Rika Benveniste, vous connaissez très bien la France, vous y avez étudié, et j'aurais aimé vous présenter un peu pour les auditeurs de RCJ. Donc vous êtes né à Thessalonique. Oui, je suis née à Thessalonique et quand j'ai fini mes études de lycée, j'ai été en Israël pendant à peu près Vous avez fait vos études de lycée en quelle langue ? Parce que vous avez un français parfait. des études en grec, mais dans un lycée gréco-français. Un lycée des filles. À l'époque, les garçons et les filles faisaient des études séparément. Donc c'était un lycée gréco-français où on avait 2 heures de français par jour. Et bon, je voulais faire des études de médecine, ça n'a pas marché. Et je suis partie en Israël pour faire des études d'histoire. À quelle université israélienne ? À l'université hébraïque de Jérusalem. Mais avant ça, j'ai passé quelques mois dans un kibbutz pour apprendre la langue. Parce que je savais à peine dire bonjour et au revoir. Donc vous êtes trilingue, plus quelques autres langues, grec, français, hébreu. Donc à l'université hébraïque de Jérusalem, après votre passage au kibbutz, vous faites quel type d'études ? J'ai fait des études d'histoire. En première année, je suis inscrite en histoire et en économie parce que je pensais faire l'histoire économique. J'ai très vite réalisé qu'on n'a pas besoin de faire des études en sciences économiques pour faire de l'histoire économique, ou même que c'était pas mon vrai choix, l'histoire économique. Alors j'ai continué en histoire et je me suis orientée vers l'histoire médiévale, même l'histoire française, l'histoire médiévale, et je suis arrivée à Paris pour Alors continuer. Vous arrivez à Paris, vous avez déjà l'équivalent d'une licence. Oui. Et vous arrivez à Paris, En et vous arrivez à 82, Paris pour faire quoi ? pour faire l'histoire médiévale. Et avec qui ? Avec Robert Fossier à la Sorbonne. Voilà, qui a été un des très très grands médiévistes. Donc vous faites de l'histoire médiévale, vous faites une thèse. Oui. Quel est le sujet de votre thèse ? C'est un travail sur les archives criminelles du Parlement de Paris à la fin du XIVe au XVe siècle. Donc le titre, c'était « Stratégie judiciaire et rapports sociaux » d'après ces archives. Donc vous vous occupez d'histoire... Pas juive. Pas juive, voilà, je cherchais. Et donc vous avez vos diplômes, ensuite vous êtes nommé dans diverses universités en Grèce. Oui, en fait, jusqu'à aujourd'hui, je suis, si je peux dire, je suis payée pour enseigner l'histoire médiévale, ce que je fais d'ailleurs. Et vous le faites où ? À l'université de Thessalie, et mon département se trouve à Volos. Voilà, Volos, c'est la 3e ville de Grèce. Pas la après. 3e ville, mais c'est une ville entre Salonique et Athènes, à 200 km de Salonique alors. Et au bord de la mer, c'est une petite belle ville qui est
qui est très joli. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que vous mettiez un peu au second plan dans vos travaux de recherche, je ne parle pas de votre enseignement, cette histoire médiévale pour changer de période, c'est-à-dire vous occuper d'histoire contemporaine et changer aussi un peu de perspective puisque vous vous occupez de l'histoire des Juifs et singulièrement, pas seulement, des Juifs de Salonique, Thessalonique. Oui, quand j'étais à Jérusalem, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur Yehuda Bauer. Donc j'avais même... Yehuda Bauer, c'est un pionnier de l'histoire de l'Holocauste, comme on dit aux États-Unis, et un des piliers de Yad Vashem. C'est aujourd'hui un homme assez âgé, il ne doit pas être loin de 100 ans, et qui a produit une œuvre considérable sur tous les aspects de la Shoah. Alors je suivais ses cours et j'ai fait un travail sur les archives de la Shoah. Donc je me souviens très bien, j'allais toutes les semaines, j'allais un jour à Yad Vashem, aux archives, et j'avais travaillé même sur les témoignages oraux. À cette époque, il était sur les transcriptions des témoignages de Salonique, et ça me rendait malade, parce qu'il y avait les noms familiers, il y avait les problèmes historiographiques auxquels je me suis penchée plusieurs années plus tard. Mais bon, j'aimais l'histoire médiévale, c'était un peu exotique pour moi. Et je me suis dit, s'il y a une chose que je ne veux pas faire, c'est l'histoire juive, et surtout pas l'histoire de la Shoah. Mais comme on dit souvent, c'est ce que, je crois qu'on dit en français aussi, ce qu'on chasse par la porte revient par la fenêtre. C'est comme ça. Alors, quelle a été la fenêtre par laquelle l'histoire est revenue ? Comme beaucoup de gens de ma génération, je m'intéressais à tout ce qui concerne l'histoire juive, les Juifs, mais je ne voulais pas travailler sur ça. Et puis, les années sont passées et peut-être c'est la conjoncture, il y a une conjoncture, mais mes deux parents étaient déjà décédés. Alors j'ai décidé de travailler sur les Juifs de Salonique, donc ce qui était une occupation à côté, c'est devenu une occupation à plein temps. Et en fait, j'ai fait une recherche qui n'est pas du tout une recherche pour une histoire de la famille, mais qui est une recherche sur certains problèmes historiographiques qui m'intéressaient, comme par hasard le problème des résistants juifs, le problème des conseils juifs sous l'occupation. Et donc j'ai étudié un groupe, j'ai construit un groupe à partir des trajectoires individuelles des résistants juifs venant de Salonique. Mais comme par hasard, entre ces personnes, il y avait mon père. Mon père qui avait combattu avec la résistance de Hellas. C'est quoi Hellas ? C'est la plus grande organisation de la résistance armée liée à la gauche. La seule, à peu près la seule. Et donc, j'ai étudié les personnes qui se sont évadées du ghetto de Salonique. Il y en avait qui étaient des communistes, il y en avait qui ne l'étaient pas. Et donc, j'ai travaillé sur le très peu de documents, mais sur les témoignages
oraux ou audiovisuels. Et puis, j'avais à ma disposition un journal que mon père a tenu quand il était avec les partisans. Et puis, j'ai travaillé aussi, donc le problème de la résistance, c'est un parmi les problèmes que j'étais initiée à ce problème par Yehuda Bauer. J'avais un souvenir de mes cours à l'université hébraïque. Et puis, il y avait un autre problème, c'était le conseil juif de Salonique, le Judenrat. Et mon grand-père maternel était parmi les membres du conseil. Donc j'ai étudié le groupe du dernier convoi de Salonique, qui n'était pas destiné à Auschwitz, mais il était destiné à Bergen-Belsen. Et donc ma mère faisait partie de ce convoi. Donc mon premier livre sur la Shoah, ce n'est pas... C'est les deux grandes parties. Il y a une autre partie qui est sur les personnes déplacées, sur les juifs qui ne sont pas... sur les rescapés qui ne rentrent pas à Salonique tout de suite après la libération, mais ils passent quelques années parfois en Allemagne, à la zone américaine, avant d'émigrer, soit aux États-Unis, soit en Palestine, Israël, après 1948. Donc ce n'était pas une histoire familiale, mais Mais c'est quand même une histoire où votre famille paternelle et maternelle, vos deux familles ont joué un rôle essentiel. Donc à partir de cette histoire, vous écrivez un ouvrage qui est paru en grec d'abord, mais qui ensuite est traduit en anglais. D'abord Donc, en allemand. Comment ? D'abord en allemand. D'abord en allemand, ensuite en anglais. Alors je disais en anglais parce que c'est quand même une langue qui est plus accessible aux auditeurs de RCJ. Donc cet ouvrage s'appelle Those Who Survived, The Resistance, Deportation and Return of the Jews from Salonika in the 40s. Et c'est une publication de Yad Vashem, l'édition en anglais. On attend une édition en français. Et puis, un peu comme un enfant illégitime de ce livre, il y a le livre pour lequel vous êtes là, qui est Luna, et qui est sous-titré « Essai de biographie historique ». Donc, quel est le lien que vous faites entre ce livre sur ceux qui ont survécu et ce livre qui vient relativement peu de temps après, même si c'est un peu un exploit, mais on en reparlera, de faire la biographie d'une personne ou d'un personnage comme Luna. Il y a un lien personnel, si je peux dire, et il y a aussi un lien méthodologique. On peut lire Those Who Survived sans se rendre compte que c'est une histoire c'est l'histoire de mes parents, parce que c'est écrit à la troisième personne. Et bon, il y a les noms, mais c'est des noms. J'ai un nom relativement fréquent chez les séfarades. Absolument. Alors, mais quand même, il y a un ami de la famille qui a lu le livre. Et quand je l'ai rencontré en Israël, il me dit « Tiens, j'ai retrouvé tous les membres de ta famille, mais il n'y a pas Luna. » Et j'étais un peu choquée, parce que je me rendais compte qu'il y avait ma famille, et il n'y avait pas cette personne qui était une cousine éloignée, mais qui était quand même de la famille, était dans la famille, c'était notre famille. C'est un peu paradoxal, enfin, ou logique, je ne sais pas, parce que vous insistez beaucoup dans ce livre sur le fait que Luna fait partie des invisibles, parce qu'elle vient d'un milieu d'une extrême modestie, parce qu'elle est illettrée, donc elle n'a pas laissé de
traces écrites, et parce que c'est une femme, et de façon inconsciente, vous reproduisez dans votre ouvrage euh, ce que vous expliquez dans ce livre qui lui a succédé. Oui, alors, comme c'était une femme, illettrée et appartenant aux classes populaires, et elle n'a pas laissé de traces, à l'exception d'une boîte, d'un carton que j'ai hérité, où il y avait des photos, et je ne reconnaissais pas beaucoup de personnes sur ces photos, à part les membres de ma famille proche, et puis quelques documents. Donc, je, je m'intéressais je me suis dit que je vais essayer d'écrire sur sa vie. Donc, je partais sur les traces des fragments de sa vie. Mais comme elle a vécu avant et après la guerre, surtout après la guerre, sous les ailes de la communauté, si je peux dire, on va peut-être expliquer pourquoi. J'ai trouvé ces traces, j'ai pu suivre ces traces dans les archives de la communauté juive de Salonique. Alors c'est un livre tout à fait intéressant, parce qu'on va parler maintenant de Luna, parce que c'est un livre qui noue l'histoire de Thessalonique et celle de Luna. Alors en préparant cette émission, en essayant de voir quelle allait être la grille de lecture, j'ai regardé à nouveau la table des matières. Et la table des matières, pour des Parisiens, elle est relativement opaque, parce qu'on a Thessalonique, les quartiers 151, vous excusez si je prononce mal, hein, Régivardar et Baron Hirsch, ensuite Auschwitz, Bergen-Belsen, ça, et puis ensuite 37 rue Signourou. Enfin bref, vos tables de matière, ce sont que des lieux. Il y a une histoire qui est en fait une histoire des lieux, et vous mettez votre ouvrage sous l'égide de Pérec, espèce d'espace de Pérec. Donc, vous inscrivez cette histoire de Luna dans ces lieux. Alors, on va faire pareil, et on va essayer de revisiter un peu les lieux de Luna. J'ai oublié de dire que cet ouvrage avait été remarqué en Grèce, et que vous avez reçu le prix de l'essai, qui doit être l'équivalent du prix Médicis, Femina, essai, concours essai. Donc c'est un prix important pour la Grèce. Alors, les premiers espaces, qui sont les espaces de la Salonique d'avant la guerre. Alors, Luna est née en quelle année ? On À peu n'est près. pas à peu près 1910. 1910. Donc en fait, c'est vraiment une vie qui a traversé le siècle. Donc, alors, la première partie de la vie de Luna, avant que le nazisme s'abatte sur la Grèce et sur Thessalonique. C'est aussi... Bon, il y a deux manières à procéder pour une intrigue, l'axe chronologique, ou bien, ce que j'ai choisi, l'axe des lieux où que Luna a habité, qui étaient des lieux juifs. Je me suis rendu compte en écrivant que ça a été toujours des lieux juifs. Par exemple, elle est née dans un quartier qui a été transformé en quartier juif, parce qu'à Salonique, il n'y a jamais eu de ghetto. Mais il y a eu le grand incendie, il y a eu deux grands incendies
un à la fin du 19e siècle, à 1880, et un deuxième en 1917, qui a vraiment laissé sans toit la grande partie de la population juive qui habitait au centre-ville. C'était quoi la population juive par rapport à la population générale de Thessalonique? Il y avait 60 000 juifs à Salonique, donc c'était une population vraiment importante. Et il y avait avec une élite qui faisait le commerce, des industriels, mais surtout une énorme population prolétaire, des gens comme Luna, qui était couturière, qui avait un mari qui travaillait au port, et qui étaient des gens pauvres, très souvent aidés par la communauté pour avoir une éducation ou pour avoir une maison. C'est-à-dire quand il y a eu le grand incendie qui a laissé sans abri à peu près... Lequel? Celui de 17. De 17. De 17. Donc Luna était déjà une jeune fille, elle était une jeune fille, et la communauté a transformé le quartier d'un vieux hôpital italien en un district juif, avec des petites maisons, des baraques en bois ou en pierre. Et c'est là que Luna a vécu son enfance. Donc ce que je fais dans le livre, c'est parce que comme je n'ai pas des traces de la jeune Luna à Salonique, mais elle a toujours vécu comme nous vivons toujours dans un cercle de voisins, d'amis, de camarades, de la famille. Donc je fais un peu l'histoire de son quartier. D'ailleurs, dans le livre qui est magnifiquement édité, il faut dire que c'est une très très belle édition. J'ai eu la chance. Vous avez eu de la chance, oui. Et j'ai presque envie de dire que c'est une très belle édition, notamment sur les photos. Et sur les photos de cartes. C'est-à-dire qu'il y a une cartographie des quartiers juifs de Salonique. Et c'est pas simplement une petite photo, mais vraiment c'est des photos qu'on peut regarder et analyser. Donc dans ce premier quartier oui, je dois juif... ça à mon traducteur, Loïc Marcoux, et à mon éditrice Anne-Laure Brisac, parce que les cartes, on ne les trouve pas dans l'édition grecque. C'est eux qui ont eu le choix, ont fait le choix pour les lecteurs français. Et je trouve que c'était une très bonne idée. Dans l'édition originale, il y a des photographies des lieux, des quartiers ou des maisons où Luna a habité. Et pas les cartes. Donc elle habite... la communauté juive organisée, ou l'organisation de la communauté juive à Thessalonique a été très importante. Et elle habite aussi dans des quartiers où habitent d'autres classes populaires. Et c'est quoi leur langue? Leur langue, c'est le judo-espagnol. Et leur univers, c'est l'univers de cette langue. Et c'était une langue parlée par tout le monde, mais les plus aisés parlaient aussi, ils avaient une éducation en français. Oui, par les écoles de l'Alliance israélite et par les écoles des congrégations religieuses. Et aussi la mission laïque. Et la mission laïque. Donc, il y avait le français, mais pour les langues, pour les classes populaires, c'était le judo-espagnol. Et le grec est où? Le grec devient une langue obligatoire pour les citoyens dans les années 30. Donc, dans les années 30 du XXe siècle. Oui, oui. Donc très tard. Très tard. Alors, il
il y avait ma grand-mère qui appartenait à une classe aisée. Donc Valérie, avec qui il y a cette rencontre que j'ai selon citée. la légende de la famille, il y a les deux femmes qui se rencontrent. Et juste après la guerre, qui était d'une famille très aisée, donc peut-être sa première langue c'était le français. Elle parlait très bien le judéo-espagnol. Avec Luna, elle parlait toujours en judéo-espagnol. Mais elle m'écrivait des lettres en français. Parce qu'elle parlait aussi très bien le grec, mais elle faisait des fautes d'orthographe en grec. Donc elle m'écrivait en français. Et Luna, elle, n'a jamais lu ni parlé le grec. Elle faisait des fautes de grec qui nous, les enfants, les neveux et les nièces, nous faisaient rire ou parfois nous faisaient honte. Parce que les enfants ont honte oui. des adultes qui ne sont pas à la hauteur où ils ont envie qu'ils soient. Donc il y a cette vie dans ce quartier juif qui est une vie modeste avec un mari qui, comme énormément de juifs saloniciens de cette période, travaille au port, généralement comme docker. Et d'ailleurs, il y a eu un nombre important de ces dockers qui sont partis en Palestine. Quand je dis Palestine, c'est la avant Palestine 48. d'avant la création de l'État d'Israël. Et eux ne sont pas partis, ils n'ont pas suivi ce premier mouvement d'émigration qui a de la période de l'entre-deux-guerres. Non, et en fait, j'ai posé la question à un collègue qui a travaillé sur les ouvriers du port qui ont émigré à Haïfa et qui a fait un beau livre là-dessus. Et il m'a confirmé qu'il n'a jamais eu une demande d'émigration, parce que il y avait des demandes, pas tous les ouvriers du port qui ont fait une demande dans les années 30 ont pu émigrer. Il ne fallait pas être communiste. Un des grands intérêts de vos travaux, pas simplement ce livre sur Luna, et pas simplement d'ailleurs le livre qui l'a précédé, mais aussi du livre qui suit et qui n'existe pour le moment qu'en grec, c'est que vous montrez très bien la question des choix. C'est-à-dire les choix, et essentiellement le choix entre partir et rester. Et là, on a un premier choix qui n'est pas documenté, mais que vous pouvez inférer de choix identiques à celui qui a été le choix de Luna et de son mari, c'est de rester à Thessalonique. Oui. Pourquoi on dit comme ça ? Pourquoi moi j'hésite toujours entre Salonique, Thessalonique ? Thessalonique, ça vient du grec, c'est le mot officiel pour la ville. Thessalonique, l'ancien mot. Et Salonique, ça vient du turc, parce qu'il y a eu l'occupation ottomane jusqu'à 1912, et ça vient aussi du judéo-espagnol. Alors très souvent, même en grec, c'est assez rare, nous disons Thessaloniki, mais parfois les Saloniciens, les Thessaloniciens disent aussi Saloniki. Aime bien dire Salonique. Alors, qu'est-ce qui se passe en 40 ? Avant 40, pour quelques années, Luna et son mari ont vécu au centre-ville, mais très vite, quand il y a les mesures anti-juives, les mesures raciales, et la création des ghettos, ils sont obligés de passer dans un autre quartier, le quartier du Régi Vardar, à l'ouest de la ville, qui prend le nom d'une usine de tabac, et où il y a une masse de prolétaires juifs
et de nouveaux arrivés en 22, des immigrants d'Asie mineure, des réfugiés. Quand il y a eu le grand échange de population, de exactement. population. Le ghetto est créé quand à Salonique En février 43. Donc relativement tard. Très tard, oui. Oui. Est-ce qu'il y a des mesures de persécution avant la création du ghetto? Oui, mais oui, bien sûr. Il y a eu tout le processus qu'on voit dans toute l'Europe. Mais ce qui est peut-être un peu surprenant, c'est que les Allemands rentrent en ville à Salonique en avril 41. Et donc, il y a un rassemblement en juillet 42 des Juifs sur la place de la Liberté pour des travaux forcés. Il y a des mesures économiques, bien entendu, mais le port de l'étoile jaune et la création des ghettos est très tardive. Elle précède 2 mois à peu près le premier convoi pour Auschwitz. Alors, et il y a aussi, en décembre 42, il y a la destruction du grand cimetière juif de Salonique, qui était un cimetière ancien, très ancien, et très large, et c'était en échange de la libération des otages, des travailleurs, des Juifs qui étaient pris aux travaux forcés. On dit otages. Mais peut-être ça faisait aussi partie d'un plan d'hellénisation de la ville, parce que la municipalité n'a pas tardé à participer à cette destruction du cimetière. C'est une destruction, on peut dire à grande échelle, d'un cimetière qui était, on peut dire, patrimonial, et qui était aussi la mémoire des Juifs de Thessalonique. Bon, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ce cimetière. Oui. Et les matériaux, les pierres tombales, enfin tout ce qui a pu être piqué a été réutilisé. Quelle a été l'utilisation de ces pierres tombales? Partout, dans les églises. Il y a une partie de l'église de Saint-Démètre qui est faite après la guerre même, parce qu'il a été détruit. L'église a été détruite en partie. Donc il y a eu les pierres tombales qui ont été utilisées, et il y a eu un pillage du marbre pour les constructions. Et la communauté, après la guerre, a beaucoup peiné pour que les marbres, les pierres tombales soient rassemblés et qu'ils ne soient pas utilisés pour les pavés et pour les constructions. Mais néanmoins, quand on se promène à Thessalonique, on peut voir des vestiges du cimetière recyclé ici ou là. C'est exact. Donc, destruction du cimetière à la fin de l'année 42, constitution du ghetto et premier convoi qui part... Le 15 mars. Le 15 mars. Combien de convois partent de Thessalonique? Il y a 19 convois. Qui partent pour Auschwitz-Birkenau. Oui. Et combien de convois pour Bergen-Belsen? Un seul. Un seul. Et il y avait aussi des convois qui étaient... il y avait la rumeur qu'ils sont destinés à Theresienstadt, mais que effectivement étaient destinés à Auschwitz. Alors, Luna, elle est déportée par quel convoi? Elle a été déportée en avril, au mois d'avril. C'était le convoi du
du ghetto de Régivardar, oui, parce qu'il y a un ghetto, et il y a un quartier populaire juif qui était situé tout près de la gare, aujourd'hui de l'ancienne gare, tout près du port, le quartier du Baron de Hirsch, encore un quartier des Juifs pauvres, qui a été transformé en ghetto, en camp de transit. Donc, les Juifs sont évacués vers le ghetto du Baron de Hirsch, et à partir de là, donc, 2 semaines ou quelques jours, sont mis dans des trains pour Auschwitz. Alors, elle a un itinéraire à Auschwitz qui est, j'ai envie de dire, particulier, même si c'est un itinéraire qui est commun à un certain nombre de jeunes femmes grecques. Alors, elle est jeune, elle a une 30aine d'années, elle est mariée, mais elle n'a pas d'enfant. Elle est couturière. Elle est couturière. Et qu'est-ce qui se passe pour elle à Auschwitz-Birkenau? Elle passe la sélection et elle est envoyée à l'infâme bloc 10, le bloc des expériments médicaux. Alors, ces expérimentations médicales sur les jeunes femmes, beaucoup de jeunes Grecs, ce sont des expérimentations qui ne sont pas sans finalité dans l'idéologie nazie. C'est des expérimentations qui ont pour objectif de stériliser les femmes, pour les femmes et les hommes d'ailleurs, dans l'idée génocidaire qui est que on peut assassiner, massacrer, mais aussi on peut empêcher un peuple d'avoir une descendance. Donc elle est une des victimes de ces expérimentations. Et une des survivantes. Des survivantes, oui. Et elle va garder des séquelles toute sa vie. Bon, là, je vous renvoie à la lecture du livre, parce que je voudrais qu'on avance un petit peu pour parler de l'après-guerre. Parce que c'est une partie très importante de votre ouvrage et une des parties les plus neuves. Donc ensuite, elle est transférée à Bergen-Belsen. Hein. Il y a une marche de mort avec l'évacuation du camp d'Auschwitz. Donc, elle sera libérée en avril 1945 par les Britanniques, par l'armée britannique à Bergen-Belsen. Et là, elle met un certain temps avant de regagner la Grèce. Oui, parce qu'il y a un groupe qui est transféré à Bruxelles. Et de là, ils sont mis sur un avion qui arrive à Athènes. Et d'Athènes, il y a les représentants de la communauté qui les accueillent pour les conduire à Salonique. Alors quel est l'état des Juifs de Salonique en 45, 46? Les survivants commencent à rentrer. Combien sont-ils à peu près? En tout, quand on met aussi ceux qui étaient à la montagne, les résistants, ceux qui ont pu se cacher, il y a très 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 peu de gens qui ont pu se cacher en ville. Mais il y en a qui étaient déjà partis pour Athènes, qui étaient sous l'occupation italienne jusqu'à septembre 1943, ou qui ont réussi à se cacher. Donc en tout, il y a à peu près moins de 2000 personnes. Donc, sur une communauté qui comptait 56 000. Presque 60 000. Donc c'est vraiment un pourcentage infime. Plus de
45 000, 43 000 personnes exterminées au camp. C'est un pourcentage très élevé, et même pour la Grèce. Mais ce qui est important, c'est parce que le chiffre peut-être est moins important que le fait que les gens qui rentrent à Salonique ne reconnaissent pas leur ville. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Salonique? Parce que, bon, on ne peut pas s'empêcher, je ne peux pas m'empêcher de comparer avec la France, où les Juifs ont mieux survécu qu'à Thessalonique, et où, quand l'occupation se termine, par exemple, les synagogues, les cimetières, enfin, comment dire, le cadre urbain reste grosso modo le même en France. Ce n'est pas le cas à Salonique, où les quartiers populaires, là, précisément où Luna a vécu, le 151 et le Régis Vardar, ont été rasés juste après le départ des Juifs, la déportation. Il y a quelque chose qui est poignant dans cette histoire du tissu urbain que vous racontez en même temps que celle de Luna, c'est qu'on a l'impression que sans arrêt, l'espace est gommé. Un incendie, deux incendies, les destructions de la période de la guerre et les destructions de l'immédiate après-guerre. Donc finalement, elle se retrouve à la fois avec sa sociabilité perdue, son mari a été assassiné à Auschwitz, elle ne se remarie pas, elle ne retrouve pas de compagnon, mais c'est aussi sa ville qui est anéantie. Voilà, c'est qu'il y a les gens qui ne trouvent pas leur maison, ou il y a des gens qui rentrent et leur appartement est habité par des gens qui sont des malheureux, des réfugiés, ou des gens qui sont des collaborateurs. Il y a les deux. Alors, ils peinent pour récupérer l'appartement, la maison, mais pour des gens comme Luna, une maison, un appartement n'existe plus. Alors où est-ce Mais plus que ça, ils n'arrivent pas à retrouver la famille et les gens qu'ils connaissent, parce que c'est une ville où il y avait les magasins, où il y avait les visages qu'on pouvait reconnaître en se promenant, et ces gens n'existent plus. Donc c'est une ville, ils se sentent aliénés, étrangers dans leur ville natale. Et ils perdent aussi la langue, puisque ceux qui parlent le judéo-espagnol sont infiniment peu nombreux, alors que c'était la langue vernaculaire, c'était la langue de la presse, donc c'est une sorte d'effondrement à la fois du cadre. Alors qu'est-ce qui se passe pour elle? Comment elle vit? Mais dans un premier temps, tout simplement, ils sont hébergés. Il y a des anciens déportés qui sont hébergés dans la seule synagogue qui a survécu, elle aussi, la guerre, à la synagogue de la rue Singrou, qui est la synagogue des monastériotes, qui est la principale synagogue aujourd'hui à Salonique. Ils dorment sur le sol jusqu'à ce que la communauté puisse, pendant quelques semaines, puisse récupérer un ancien orphelinat. Donc les enfants, les orphelins étaient parmi les premiers à être déportés et exterminés. Donc l'orphelinat est transformé en dortoir pour héberger ceux qui n'ont pas de maison, d'appartement. Alors le temps a passé trop vite, donc un peu rapidement, parce qu'on me fait signe qu'il reste 5 minutes, un peu rapidement,
il y a aussi toute la façon dont on les nomme, dont le gouvernement grec les nomme et dont on caractérise les séquelles de la déportation. Donc, ils sont nommés comment? Otages. Otages, ils sont nommés otages. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, après le 7 octobre, ça résonne puissamment, mais on les nomme otages, on les nomme pas survivants, on les nomme pas déportés. Et on caractérise les dégâts sur la santé aussi par une dénomination médicale qui est assez ahurissante. Qu'est-ce qu'on dit de Luna? Enfin, elle souffre, on dit, de rhumatisme. Donc ça paraît inouï qu'on caractérise les séquelles de ces stérilisations sauvages comme étant du rhumatisme. Alors, Alors, je vais vous poser maintenant un peu des questions sur vous, ce dont vous vous souvenez de Luna. La première question, c'est que vous avez refusé, malgré l'insistance de vos éditeurs, à mettre une photo de Luna. Dans cet ouvrage, il y a une photo, des cartes, des photos des lieux, mais il n'y a pas de photo de Luna. Pourquoi? Parce que j'ai pas voulu mettre des photos que, pour moi, c'était un visage détruit par les nazis. Et je n'ai pas voulu non plus mettre une seule photo que j'ai trouvée de sa jeunesse, où elle était belle. Vous décrivez, à partir des photos que vous avez retrouvées, notamment dans ce petit carton qu'on vous a remis, et finalement qui vous oblige, c'est à partir de ce carton que vous avez pu reconstituer cette vie. Donc, mais vous décrivez minutieusement l'aspect physique, ce que vous pensez voir dans son regard, la façon dont elle est habillée. Elle était coquette. Et les variations, y compris de ce poids, où elle est émaciée quand elle rentre. Ensuite, comme beaucoup d'anciens déportés, elle est un peu forte. Et puis elle reprend après un régime plus... enfin, elle reprend une silhouette plus mince. Vous décrivez aussi, et c'est peut-être un des chapitres qui personnellement m'a le plus touché, la fin de sa vie dans la maison de retraite, on dirait ici un EHPAD. Alors qu'est-ce que c'est que cette maison de retraite? Et avant la guerre, il y avait une maison de retraite de la communauté juive, mais qui n'avait pas de raison d'exister après la guerre parce qu'il n'y avait pas des vieux juifs. Ils n'avaient pas survécu les camps. Donc la nouvelle maison de retraite est inaugurée dans les années 70 et Luna sera parmi les premiers, les premiers habitants, les premiers juives avec des camarades du camp à se trouver dans cette maison de retraite. Qui est tout près de l'endroit où vos parents habitaient. De l'appartement de sa cousine, donc de ma grand-mère, avec qui elle est toujours très liée. Et donc, elles peuvent être voisines. Et elles se voyaient toutes les semaines, Ouais. je ne sais pas si c'est le Shabbat ou le dimanche, mais... Le Shabbat. Voilà. Et Luna Dimanche. était une personne familière de votre enfance. Oui. Est-ce que au cours de cette recherche, les souvenirs que vous aviez de Luna ont bougé? C'est-à-dire, est-ce que la Luna qui émerge après tout ce travail de réflexion sur ce qu'elle était, ce qu'elle a pu penser, ce qu'elle a pu sentir, ce qu'elle a vécu, est-ce que ça a bougé l'image que vous aviez avant de faire ce travail? Je crois que dans ce livre, j'ai mis presque tous mes souvenirs de Luna, d'une façon ou d'une autre.
Donc, je n'ai pas évité le jeu du narrateur. Vous ne l'avez pas évité, mais ça reste un jeu discret et surtout un jeu qui laisse tout l'espace aux autres. C'est-à-dire ce n'est pas un jeu narcissique qui surplomberait, mais c'est un jeu qui, par petites touches, permet d'avoir un portrait de Luna. C'est pas votre portrait, c'est le portrait de Luna. Merci Rika Mavéniste. Je rappelle Merci à vous. le titre de ce livre, Luna, traduit du grec par Loïc Marcoux, édité par Signes et Balises, et on va quand même donner le nom de l'éditrice Anne-Laure Brissac, puisque le travail éditorial est remarquable, qui a eu le prix de l'essai en Grèce. Quelle année? 2023 22, non, 23, c'était 21. 17, 19, je me souviens plus. Bon. Et qui maintenant est disponible en français. Et je forme le vœu. Et il y a eu une pièce de théâtre qui a été basée sur le livre, qui a aussi eu un prix. Oui. Et qui suivait il y a eu un spectacle qui suivait les lieux de la vie de Luna. Oui, à partir dans un bus. Les spectateurs sont aussi les passagers d'un bus. Et je forme le vœu que le livre précédent, Ceux qui ont survécu, et le livre qui vient d'être publié en Grèce. Le titre, c'est Les naufragés, et ça parle de l'après-guerre et des Juifs de Kavala. Et donc j'espère qu'on aura aussi l'occasion de le lire en français. Merci. Merci à vous, Annette Viviurka.